écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Vaste sujet pour un grand invité. On est avec Mahdi Rouelgued. Salut Mahdi. Salut Reda, bonjour à tous. Pas besoin de te présenter, bordelais, professeur, histoire. Et tu viens nous voir aujourd'hui dans nos locaux de Radio Ma'arif. Déjà, merci pour cette visite. Merci à vous, tout plaisir pour moi. Alors avec toi, c'est toujours un peu spécial puisqu'il y a l'histoire et il y a l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a compris, à force d'écouter des gens comme toi, que l'histoire telle qu'elle est écrite renseigne sur la période qu'elle décrit, mais elle renseigne également sur la période dans laquelle ce qui est décrit est décrit. En effet, l'histoire, si vous voulez, il y a un problème central, c'est que beaucoup d'historiens pensent, dans la mesure où ils ont accès aux archives, où ils ont accès aux sources, qu'il existe une espèce de fil tendu, une sorte de verticalité entre eux et une période passée, plus ou moins éloignée de nous, alors même que je pense, bien au contraire, qu'il y a toujours une accumulation de strates et évidemment il faut s'intéresser à ce que les anciens spécialistes, ceux des siècles derniers, percevaient de ces questions et quel était leur centre d'intérêt, ce qui les intéressait le plus. Et bien souvent, le problème, c'est que quand on ne prend pas en considération cette façon des anciens spécialistes de s'intéresser au passé, on a toutes les chances, en fait, inconsciemment, d'être totalement déterminés, conditionnés par leur façon de voir le passé. Et on aura beaucoup de mal, c'est même mission impossible, de s'extraire de ce conditionnement. Alors il y a un exemple typique dont on a déjà beaucoup parlé dans Radio Ma'arif, qui va nous aider à définir le sujet ensemble. Il y a un livre de notre ami Ibn Abi Zara qui s'appelle Rawd al-Qirtas, qui est bien connu, qui est écrit à l'époque mérinide et qui décrit en particulier la période Moulay Idriss. Et la façon dont il décrit Moulay Idriss, on dit autant sur sa période à lui, mérinide, que sur Moulay Idriss. Voilà ce que... Tout à fait, non, bien sûr. Rawd al-Qirtas, bien sûr, c'est dans le cadre des titres à rallonge, Qirtas venant faire la rime naturellement avec Fès. Et c'est pour établir la nouvelle centralité de Fès, alors même que le Maroc vient de passer par 2 siècles de prépondérance de Marrakech, avec les dynasties almoravides et almohades, et tout le propos d'Ibn Abi Zara, en tant que proche de la cour mérinide, on ne sait pas d'ailleurs exactement à quel titre il a gravité autour des sultans de cette période charnière de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. On est vers le 7e et 8e siècle de l'Hégire. Et naturellement, c'est très important parce que Ibn Abi Zara, c'est celui qui, dans la longue durée, a imposé les catégories de perception sur le passé. C'est lui qui dit le vrai, à un point tel que la plupart des manuels qui ont été rédigés au XXe siècle sur l'histoire du Maroc, que ce soit en français ou en arabe, on n'aura qu'à prendre par exemple la somme rédigée par le professeur Brahim Harakat, donc Tarikh al-Maghrib, dans lequel il reprend la majorité des poncifs, des lieux communs, tels que les a égrenés Ibn Abi Zara. Le problème, c'est qu'Ibn Abi Zara avait une vision particulière de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il essayait d'introduire quelque chose qui était relativement nouveau et qu'il essayait, ce faisant, de consolider, qui était ce qu'on appelle le chérifisme. La chérifisation, l'idée que toute noblesse, toute forme de prépondérance sociale doit être adossée à un nasab noble, à un nasab shérif. Et ce qui est une nouveauté, d'où le fait de désormais s'accrocher à une genèse des débuts qui sont déjà au XIIIe siècle, c'est tout à fait lointain, pour expliquer, justifier, légitimer le présent. Donc tout est là, c'est le propos de il est en mission, il a une mission, et je voulais utiliser cet exemple pour montrer comment l'histoire que raconte cet auteur mérinide, de l'époque mérinide, renseigne sur ses objectifs à lui, parce qu'il a un pouvoir à consolider, c'est le pouvoir mérinide, et pour consolider le pouvoir mérinide... c'est pour donner, ses lettres de noblesse à Fès. À la ville de Fès, qui n'a jamais été capitale jusque-là. C'était... Pas véritablement, voilà. Mais, qui était quand même capitale économique et culturelle. Voilà. Ça, oui. Donc il va nous raconter une histoire de... Bon,
Ça, c'est un exemple qu'on a déjà décrit. Alors, l'exemple d'aujourd'hui, il est beaucoup plus gros, c'est l'Andalousie. L'Andalousie est à la fois une terre, un espace géographique, un espace politique, une chose historique et une mythologie, on a envie de dire. Alors, peut-être partir quelque chose de basique, de schématique, pour donner naturellement des repères. C'est d'abord, plus que d'Andalousie, moi je préfère parler d'Al-Andalus. Parce que, on va voir, mais il y a une sorte de confusion qui a été opérée entre l'Andalus et l'Andalousie au XIXe siècle. J'ai coutume de dire et de répéter sans cesse, voire même, comme disent les jeunes aujourd'hui, de saouler mes étudiants avec l'idée que notre monde à nous, celui de la modernité, il ne date pas exactement de l'époque médiévale, il date du XIXe siècle. Et au XIXe siècle, pour des raisons propres à la trajectoire historique de l'Espagne, en 1833 est créée une province d'Andalousie qui n'avait jamais existé jusque-là et qui est la réunion des 4 royaumes, parce qu'il n'y a pas vraiment d'unité centralisée à la façon jacobine française, des 4 royaumes qui étaient les royaumes de Cordoue, Grenade, Rennes et Séville. Donc évidemment, avant, il y a l'Andalus. Alors, petite définition simple, vous savez que les historiens ont toujours l'obsession des débuts, des commencements, de la Genèse, et dire qu'Al-Andalus, à l'origine, certainement signifie l'Atlantide. L'Atlantide, pourquoi ? Parce que du point de vue arabo-musulman, c'est la terre la plus éloignée qui soit du centre du monde. Le centre du monde, c'est grosso modo le Proche et le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Plus tard, au XIIe siècle, El-Idrissi, dans son Nuzhat al-Mushtaq, fi Ikhtiraq al-Afaq, va établir une carte qui, pendant des siècles, fera autorité. Il y a un podcast il crée donc Bagdad, il place Bagdad à équidistance à l'ouest de l'océan Atlantique et à l'est de la mer de Chine, donc Al-Andalus, l'Atlantide. Et cette situation relativement marginale, périphérique, encore une fois, à l'origine, va devenir progressivement centrale. Centrale pourquoi ? Parce qu'on a une montée en puissance d'Al-Andalus. Al-Andalus, c'est la péninsule ibérique sous domination musulmane, ou qui a été à un moment donné sous domination musulmane. Par exemple, le Languedoc, du point de vue des auteurs arabo-musulmans, pratiquement jusqu'au XIVe siècle, avec un auteur aussi tardif que El-Himyari, place Narbonne, Medinat Arbona, comme étant une ville d'Al-Andalus. Parce que vous avez eu une présence. Là, on est en France, là. On est en France, donc dans ce qui est la province qui correspond aujourd'hui au Languedoc. Enfin. Donc, Andalus, donc on va respecter ce que tu proposes comme nom, comme dénomination. L'Andalus, c'est un objet historique, politique, culturel, géographique, qui, au cours des âges, va être vu de façon très différente par les gens qui en ont parlé. Ça va être construit de façon différente selon les idéologies, selon les périodes. Et en fait, on va avoir plusieurs Andalousies, plusieurs Andalus. On va en avoir beaucoup. On va en avoir beaucoup selon le moment où on la regarde et qui on est quand on la regarde et qu'est-ce qu'on a dans la tête au moment où on la regarde. Et ça devient très intéressant parce que on va avoir des variétés de perceptions qui, sur cet objet en particulier, j'ai envie de dire, c'est presque la caricature de ce qu'on peut faire de l'histoire selon la façon dont on regarde une période. Alors, Al-Andalus, en effet, est un cas très particulier, spécifique, d'une terre, d'une histoire, d'un peuple, parce qu'il y a eu un peuple andalousi, transformé en mythe. On trouvera assez peu d'exemples de terres qui ont autant de choses. Susciter les fantasmes et aussi susciter la controverse, la polémique, et parfois la polémique acharnée. Et comme c'était devenu un élément à ce jour, de mondialisation, à l'heure où on se parle, eh bien, je crois, je peux affirmer sans me tromper, que chacun, tout un chacun, se sent fondé à avoir une opinion sur Al-Andalus. J'imagine que si on faisait un micro-trottoir à Casablanca et même ailleurs, en France, tout le monde a quelque chose à dire sur Al-Andalus. Oui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te faire une petite compilation de têtes, je ne l'ai pas préparé, mais dans la même journée, tu peux entendre l'Andalus, c'est le paradis perdu de l'islam. L'Andalus, c'est une affreuse occupation musulmane sur une terre chrétienne et catholique. L'Andalus, c'est un moment où des Espagnols étaient musulmans. Oui. On peut dire que c'est
On peut dire que c'est un type de pizza aussi ? Oui, on peut dire que c'est exactement un type de pizza. C'est une musique, c'est à peu près tout ce qui est raffiné au Maroc est andalou, on peut aussi dire ça. Dans la même journée, on peut entendre tout ça. On peut entendre que le CID, il y a une extrême droite européenne qui va t'expliquer que le CID a chassé les morts ou bien les islamistes, hein, puisqu'ils n'ont pas peur de changer, de mélanger les périodes, ont chassé les islamistes. Oui. On a un parti d'extrême droite en France qui s'appelle Reconquête. Exactement. Et il y a d'autres personnes aussi en Espagne qui vont dire que c'est pas une reconquête, parce que quand tu dis reconquête, tu admets implicitement désormais, la majorité du monde académique, du moins en histoire, ne parle plus de reconquista, en Espagne je parle, mais parle de conquista, de conquête. C'est ça, parce que reconquête, tu as l'impression que tu reviens à une sorte de normalité dont l'évidence peut ne pas s'autoriser. Donc dans la même journée, tu peux entendre tout et son contraire. Tout et jusqu'à la pizza. Donc et sur la même chose. Alors après, c'est une chose qui dure des années, mais par où on peut commencer l'histoire de cette fabrication en fait? D'après moi, il faut encore une fois rappeler, Al-Andalus s'est situé aujourd'hui sur le continent européen et c'est une terre qui a connu un processus d'arabisation et d'islamisation extrêmement rapide du fait des conquêtes arabo-berbères sous couvert de l'islam, même cet aspect-là aujourd'hui pose quand même problème. Et en effet, d'une sorte de marginalité, elle est passée à un rôle central, elle est même devenue au Xe siècle, sans doute la puissance européenne la plus importante, la plus riche, la plus prospère, et donc aussi la plus habitée, avec une capitale à cette époque, Cordoue, qui est, du point de vue de la monumentalité, sans doute la capitale européenne la plus remarquable, la plus peuplée, avec plusieurs centaines de milliers d'habitants probablement. Alors, cette montée en puissance d'Al-Andalus, dans cette période qu'on appelle communément le Haut Moyen-Âge, on est là au début du Moyen-Âge, elle est due, vous voyez le rapport indissociable entre le Maghreb et Al-Andalus, elle est liée à la réactivation des routes de l'or, c'est-à-dire des connexions, des liaisons entre l'Afrique de l'Ouest, le Bilad Soudan et la Méditerranée, dont Al-Andalus est comme on dit, le terminus ad quem, c'est-à-dire l'arrivée de ces routes de l'or, et aussi, ça va de pair, la réactivation de la Méditerranée occidentale qui avait connu une période de déclin prononcée entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, et avec un pouvoir andalou notamment qui est le premier en Europe à créer l'arsenal en tant qu'institution. Et donc c'est tout ça à l'Andalous, et va de pair une forme d'essor culturel, puisque les pouvoirs Andalousie de Corda avec les Omeyyades, et aussi un peu plus tard avec la période dite des Taïfas, des Moulouk Tawaif, ou Los Reyes des Taïfas au XIe siècle, vont promouvoir à partir de l'exemple de Bagdad et des Abbassides, et en particulier de celui des plus grands des califes abbassides, le calife El-Ma'moun, donc qui règne de 813 à 833, une forme de très grande proximité savoir-pouvoir, et grâce à cet axe qui relie Alexandrie à Almeria, Malaga et Valence, donc tout le Levante ou Charq al-Andalus, eh bien, on va avoir arrivé toutes les sciences promues en langue arabe, d'abord par les Abbassides, ensuite par les Fatimides, notamment les Fatimides d'Égypte, qui arrivent en Andalus et qui créent comme ça une forme d'émulation où toutes les sciences, ça va de l'astronomie, Ilm al-Falak, à la philosophie, en passant par la pharmacologie, la médecine, que sais-je encore, qui, bien entendu, font toute l'originalité et l'intérêt d'Al-Andalus par rapport à ses voisins chrétiens, voisins au sens large du terme, qui vont, d'une certaine manière, tout à la fois admirer et de plus en plus percevoir Al-Andalus comme un horizon d'expansion, une terre où on peut faire du butin, de la richesse, et où il y a des populations à soumettre et de l'argent à gagner, enfin toutes sortes d'éléments qui vont nourrir la péninsule ibérique, les entités chrétiennes, les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique à l'expansion, et ceci pratiquement de la fin du Xe siècle jusqu'à la conquête des Amériques. Alors je vais juste te donner quelques repères, quelques dates pour avoir les idées claires. En avril 711, Talq ibn Ziyad, celui qu'on appelle, qui rentre dans l'histoire sous le nom de Talq ibn Ziyad, au nom de l'Empire omeyyade, met le pied dans ce qu'on appelle... Oui. Ouais, ça va pas. C'est au nom de Moussa ibn Nasser. C'est un pouvoir un peu personnel, ouais. C'est pas exactement c'est personnel, il faut toujours essayer de remettre les choses dans leur contexte, et le contexte c'est celui des communications qui sont extrêmement difficiles. Il y a un lien quand même, parce qu'on a retrouvé en Jordanie, dans les châteaux qui servaient de villégiature au calife omeyyade de Damas... Des butins. Non, pas du butin, mais une représentation, parce qu'on continue dans la tradition byzantine, c'est-à-dire dans la tradition romaine d'Orient, à avoir
avoir des mosaïques ou avoir aussi des fresques murales de la peinture. Et sur une fresque, le calife omeyyade du début du 8e siècle a fait représenter tous les empereurs, tous les rois, y compris le Shah de Perse, qu'il a vaincu, que les arabo-musulmans ont vaincu. Et dedans, il y a ce pauvre Rodrigo, donc, qui est le dernier roi wisigoth, c'est-à-dire chrétien, Rodrigue, de l'Hispania. De l'Hispania et non pas de l'Espagne. Je tiens à cette nuance. Donc il a été vaincu par les armées de Taverne, on va rester sur les gens qu'on connaît. Et donc là on est en 711, mais toujours dans vraiment la chronologie basique. Alors j'ai un doute, je crois que c'est 740, où le Maghreb, c'est-à-dire la partie africaine, quitte le giron omeyyade. Oui, alors c'est ça qui va faire de l'Andalous quelque chose de très particulier. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que il y a un trou dans le... Du point de vue d'arabo-musulman, Al-Andalus est une jazira. Jazira, ça signifie une île. Mais la conception, si je puis dire, insulaire chez les Arabes n'est pas celle de la géographie européenne telle qu'elle prend son envol au XVIIIe siècle avec von Humboldt et les autres. Mais c'est-à-dire qu'elle est une île parce que, d'une part, à l'ouest, elle a la mer environnante, l'océan, dont on pense avant la découverte des Amériques, qui entoure la totalité des terres immergées. Et au sud, elle a le détroit de Gibraltar, qui est juste une ruelle, ce qu'on appelle en arabe Bahar Zoqaq. Zoqaq, c'est la même racine que Znqa, Zneqa, etc. Et surtout, d'un point de vue civilisationnel, au sud, vous avez la terre des Berbères, les Berbères étant assimilés aux lions, aux Sibè, c'est-à-dire aux bêtes fauves. C'est comme ça qu'on les voit en Al-Andalus, c'est-à-dire une terre de très haute violence, une terre dont les hommes sont tout à la fois frustres, rustres et complètement dressés à la guerre et qui vivent pour et grâce à la guerre. Et ensuite, au nord, des chrétiens que généralement on perçoit comme étant des Giliqiyoun. Giliqiyoun, ça signifie, c'est le terme qui a donné galicien, c'est-à-dire en fait pêle-mêle. On perçoit comme solidaires, à la façon d'un bloc monolithique, les Galiciens, les Asturiens et les Basques, parce qu'ils vivent en tribus. Ils sont comme les Berbères, c'est-à-dire c'est un peuple de haute violence qui n'a jamais été soumis à un empire ou à un pouvoir monarchique, pouvoir d'un seul. Et donc évidemment, ils vivent avec toutes sortes de stéréotypes, de préjugés. C'est comme ça qu'on les perçoit du côté musulman. On les voit comme tout à la fois vaillants, braves, extrêmement courageux, mais sale, totalement inculte, illettré. Et on a aussi ce genre de préjugés qui sont nourris vis-à-vis des Maghrébins d'une façon générale. D'accord, mais quand tu parlais de l'Empire abbasside, en fait, il n'y a pas de connexion politique. Il n'y a pas exactement de connexion politique. Quand tu parles de pôle culturel et scientifique. Il y a une très forte connexion commerciale et culturelle. Voilà, mais pas politique. Et politique quand même un peu si, même si c'est... Al-Andalus, Atlantide, au bord du monde, en position de Finistère, c'est la fin du continent. C'est-à-dire que jusqu'en 929, de 750 à 929, malgré tout, Al-Andalus est de facto indépendante, mais le sermon du vendredi est dit au nom du calife abbasside, malgré tout. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance lointaine, de pure forme, symbolique, d'une forme de primauté du pouvoir de l'Orient, du pouvoir qu'on ne peut pas encore qualifier au Xe siècle de sunnite. Mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Et ce n'est qu'en 929 que le prince omeyyade Abdurrahman III prend le laqab, le surnom honorifique de Nasr li-Dinillah et devient calife, c'est-à-dire que Al-Andalus est désormais auto-centrée, auto-référencée à elle-même. Elle est complètement coupée. Mais quelle est la légitimité de cette action ? Est-ce qu'il est reconnu, bon, à part évidemment par son entourage direct, est-ce que quelqu'un du côté de Damas ou pour aller dans l'autre de Bagdad estime que le calife est à l'époque, l'Irak abbasside connaît une très 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 forte crise qui fait que le calife va tomber sous la coupe de ses mercenaires turcs, puis ensuite perses, et c'est en fait une dynastie bouïde, la dynastie bouïde qui est une dynastie chiite, duodécimaine, qui en fait tient sous sa coupe le calife qui ne tient plus qu'un rôle honorifique, un rôle symbolique. Il est cantonné et même tenu prisonnier dans son palais et il ne joue plus aucun rôle politique actif. Et à partir de 909, l'immense majorité de l'Afrique du Nord devient chiite avec les Fatimides et là on rentre dans une lutte pour le contrôle de l'or entre du côté du Maghreb oriental les Fatimides, principalement installés dans ce qui est aujourd'hui les Falqiya, la Tunisie. Donc ils fondent la ville Mehdiya. Mehdiya, c'est la première capitale musulmane posée, qui est sise en position littorale sur la côte. C'était jamais arrivé jusque-là, puisque auparavant toutes les capitales de l'islam étaient en position
intérieure, à l'intérieur des terres. Koufa, la première, Damas, Bagdad, évidemment, par la suite, on verra le Caire. Mais ce que je veux dire par là, donc Mehdiya, la ville du Mehdi, et à ce moment-là, le Maroc devient une terre d'affrontement entre les tribus berbères qui ont le contrôle des routes de l'or, qui reconnaissent la suzeraineté, enfin jusqu'à un certain point, mais j'aime pas trop le mot suzerain parce que ça fait référence à la féodalité, qui reconnaissent l'autorité du calife omeyyade. C'est pour ça que par exemple, Al-Qarawin, on peut encore admirer l'un des plus vieux minbar du Maghreb et dans lequel est inscrit le nom du calife omeyyade de Cordoue. Et d'autre part, les Fatimides qui, à plusieurs reprises, vont s'emparer de Sijil Messa et de Fès aussi. Donc c'est une terre d'influence. Et ce n'est que dans un second temps, au XIe siècle, qu'arrivent les Almoravides. D'abord que le pouvoir central en Al-Andalus s'effondre, que Al-Andalus est de plus en plus menacé par la dynamique expansionniste des pouvoirs chrétiens du Nord, qui va ne faire que se renforcer, aiguillonné, obsédé par l'or, la capture de territoires avec des populations musulmanes nombreuses qui sont ainsi féodalisées, qui rentrent sous la coupe d'un système féodal, c'est-à-dire d'exploitation d'agriculteurs au profit d'un seigneur qui fait la guerre, qui ne travaille pas de ses mains, non, c'est un petit peu ça le système. Et donc évidemment, Al-Andalus, il est clair, après la chute de Tolède en 1085, est de plus en plus en danger. Et c'est là où ils font appel, c'est la fameuse phrase du roi de Séville, le Mu'tamid ibn Abbad. Il dit, donc phrase consignée par Ibn Bassam, un peu plus tard, qui dit « Moi, pour ce qui me concerne, je préfère aller garder des chameaux qu'aller garder des pourceaux. » Entre le porc et le chameau, lui pour des questions religieuses, deux bêtes qui ont cette qualité un peu commune de ne pas sentir très bon. Vous voyez, et l'une comme l'autre représente d'un point de vue symbolique les peuples. D'un point de vue comme Ibn Abbad musulman, il y en a un qui représente l'interdit et l'autre qui représente le noble vaisseau, j'ai envie de dire, de la tradition. C'est pas certain que dans sa bouche, le chameau ait cette noblesse. D'accord. Donc, ouais. Quand il parle de chameau, il parle des Almoravides. En fait, il veut dire les Almoravides. Voilà. Et il va faire appel donc il y a deux façons de les désigner, soit sous les chameaux, soit quand il écrit Alphonse, qu'il connaît très bien, puisqu'il a été jadis jeune prince éduqué en terre d'islam, il parle des boucliers en peau de l'Amt. Ouais. L'Amt, c'est les antilopes qui sont censés avoir la peau extrêmement... Donc on a un podcast là-dessus, si vous voulez aller l'écouter, il est magnifique, qui se termine avec la bataille de Zlaha. Donc c'est l'arrivée de Mu'tamid, non, c'est l'appel de Mu'tamid à Yusuf ibn Tashfin qui traverse depuis Sibsa, et qui, en fait, bon, on va la faire rapidement parce qu'on a toute l'Andalousie à décrire, qui va en gros, peut-être pas lui directement, mais très rapidement, la dynastie almoravide, prendre possession politique de ces taïfas, Tawaïf, voilà, et qui vont devenir, alors là, elles vont être rattachées politiquement au Maghreb. Voilà, donc, rattachées, c'est-à-dire que cet espace-là est unifié d'un point de vue politique, mais quand même, les Andalous sont soumis à un pouvoir politico-militaire berbère. Exactement. Donc là, on passe. Alors c'est très important parce que ça vraiment, j'insiste parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'insiste sur deux choses. La première, c'est qu'il est, parce que j'étais moi-même victime de. Il faut toujours se rappeler, il faut toujours oublier, disons plutôt, les yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans Espagne, Maroc, donc deux espaces, deux continents. On a envie de dire, pour aller vite, deux religions, un mur, des visas, des barbelés. Bon, à l'époque, sans doute que ce que tu appelles Zorak n'est pas aussi, j'ai lu quelque part un géographe qui parlait de traverser le détroit comme étant une opération plus facile que traverser l'Atlas, par exemple. Voilà. Première chose. La deuxième chose que j'ai envie de préciser, c'est qu'il y a... Ça dépend de la saison, en fait. Oui, ça dépend de la saison. Mais la deuxième chose que j'ai envie de préciser, qui est très importante, c'est que, donc là, puisqu'on est en train de décrire de 711 l'arrivée de Tariq ibn Ziyad à 1085 ou 86, en gros, je crois, l'arrivée des Almoravides en Andalousie. 85. On a deux choses différentes. Dans un premier temps, on a une zone qui est musulmane, et dans un deuxième... Alors Al-Andalus a beau être situé de façon très périphérique dans le monde islamique, néanmoins, le processus d'arabisation et d'islamisation a été extrêmement rapide et presque, en fin de compte, total. C'est-à-dire que même les communautés chrétiennes autochtones, qu'on appelle les Mozarabes, ça veut dire ce que ça veut dire, Mousta'arib, ça veut dire arabisé,
ont complètement, au XIe siècle, au moment par exemple où on verra apparaître ce héros entre guillemets de la Reconquista qu'on appelle le Cid, hein, même pour s'adresser aux chrétiens d'Al-Andalus, il est obligé de faire appel à un traducteur. Hein. C'est le signe que la langue latine, la langue vernaculaire issue du latin, qu'on appelle le romance, a fini entre le Xe et le XIe siècle de complètement disparaître. C'est remarquable parce que juste à côté, on a le Maghreb, où encore pendant longtemps, les langues berbères sont majoritaires. Hein, et le rythme de l'arabisation est beaucoup plus lent. Comment tu expliques ça? Ah, ça, c'est une grande question. Comment se fait-il qu'ils ont appris l'arabe plus vite que nous? C'est-à-dire que... c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Bien sûr, ça s'explique. Il y a des éléments. Alors, c'est bien sûr multifactoriel. Mais entre le réseau urbain... c'est-à-dire qu'au Maroc, au Maghreb, à partir de la grande révolte religieuse de 740... Ouais, de Maïsara. De Maïsara al-Mudahri, il n'existe plus une élite aristocratique donc, qui tient son pouvoir et sa légitimité des conquêtes, qui domine la société et qui donc sert de modèle. Hein. Tout l'inverse de Al-Andalus, qui, comme l'Égypte, comme le Cham, d'une façon générale, eh bien, où vous avez les descendants des conquérants arabo-musulmans qui continuent à dominer cette société. Donc, et leurs descendants, et le processus de conversion à l'islam, on les appelle en Al-Andalus les Mu'alladoun. Vous voyez, c'est l'idée quelque part de renaître. Bon, le sens est complexe et discuté déjà dès le Moyen-Âge. Vous lisez par exemple Ibn Mandour, l'Islam arabe, sur la signification des Mu'alladoun. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe très tôt et très au nord, pratiquement, aujourd'hui encore, quand vous traversez la frontière entre la France et l'Espagne, vous faites une demi-heure de voiture en autoroute et vous trouvez déjà des toponymes arabes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arabo-musulmans se sont arrêtés, ou ont été arrêtés très au nord, en fait, au sud des Pyrénées, hein, pas très loin de la frontière française. Et il y a un allant pour la conversion à l'islam et très tôt pour la langue arabe. Hein. C'est-à-dire qu'on voit, à peine un demi-siècle après la conquête arabo-musulmane, on a déjà des noms de poètes qui sont consignés. Et au IXe siècle, il y a ce qu'on appelle la crise des martyrs de Cordoue. La crise des martyrs de Cordoue, c'est quoi? C'est un certain nombre de chrétiens, notamment des élites chrétiennes, et un certain nombre d'évêques, non, je ne parle pas d'évêques, mais de personnages importants au sein du clergé, qui pensent qu'il faut absolument endiguer, entraver, empêcher les conversions à l'islam qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont drainées d'une certaine manière, qui sont aujourd'hui on dirait boostées, dynamisées par, si vous voulez, cet engouement pour la langue arabe. Hein. Et donc eux, ils décident, c'est la crise des martyrs, dans quelle période là? D'aller, on est au début du IXe siècle, d'aller sur les places publiques à Cordoue insulter l'islam, insulter le prophète de l'islam, pour rechercher le martyr et faire en sorte qu'il y ait un bain de sang qui sépare définitivement les musulmans des chrétiens. À un moment donné où les liaisons sont nombreuses, sont poreuses, et on a notamment des sources qui indiquent latines, donc chrétiennes, que par exemple, on trouverait avec peine quelqu'un qui puisse maîtriser le latin, qui est à cette époque-là indissociable de l'Église, alors même que l'on trouve un grand nombre de personnes qui peuvent lire et qui connaissent de la poésie par cœur, y compris la poésie arabe sous sa forme la plus ardue, la plus difficile à maîtriser et à comprendre, que sont les mu'allaqat, par exemple. Alors, petite pause là, parce que là c'est important. On parle d'une diffusion d'une culture arabe. Elle est en constitution en même temps, hein. Il ne faut pas l'appréhender comme non, mais c'est important. Culturel qui serait constitué depuis un cap, depuis toujours, et qui arriverait comme ça. Parce qu'on peut voir aussi cette expansion, c'est une vision aussi de l'extrême droite espagnole, un peu raciste, mais oublions ce côté-là. Voilà. On peut voir ça aussi comme aujourd'hui, par exemple, des Marocains apprendraient l'anglais ou le français. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Plus aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose comme l'anglais. C'est-à-dire quelque chose, un mouvement qui semble inexorable, qui est pourtant récent, mais inexorable. Voilà. Donc tu vas apprendre l'arabe, qui est attirant par son contenu, par la puissance de ce que ça dégage. Et aussi les perspectives de carrière. Les perspectives de carrière. Et aussi, autre point très important que j'ai oublié de préciser, parce qu'il faut revenir quand même au concret, au terre-à-terre, le ma'qoul, si vous voulez, qui est qu'une grande partie de ces conversions, de cette arabisation, islamisation, est liée aussi au problème du fait que l'immense majorité de la population est rurale, et donc l'assiette fiscale, elle pèse principalement sur les chrétiens qui travaillent la terre, et c'est eux qui payent l'impôt surtout.
cet impôt, il est de deux sortes. Ce qu'on appelle la capitation, donc par tête, le jizya, et ce qu'on appelle kharaj, c'est-à-dire l'impôt qu'on paye sur la terre, pour conserver, si vous voulez, l'intégrité des biens et des personnes. Et il y a cette tentation que l'on identifie bien dans les rares sources que l'on possède de cette époque lointaine. Évidemment, la tentation chez les populations rurales de petit à petit se faire assimiler aux arabo-musulmans. Et là, je dis vraiment arabo-musulmans sciemment parce que c'est considéré comme un petit peu étant la même chose, c'est presque interchangeable. Et pour ne plus payer surtout le kharaj, prendre un nom arabe. Alors au début, les autorités fiscales ne sont pas dupes, mais petit à petit, au bout de 2-3 générations, puisque la conversion en fait est un processus, donc un processus, c'est-à-dire qu'il y a une forme quand même de lenteur. C'est pas, on ne parle pas d'individus, on parle souvent de communautés villageoises, de collectivités qui ont leur propre stratégie. Et donc évidemment, mais même ce qu'il faut dire, c'est que même lors de la conquête du début du 8e siècle, celle que tu appelais de Tariq ibn Ziyad, vous avez tout de suite des élites aristocratiques wisigoths. Alors les Wisigoths, c'est un peuple germanique, c'est les Goths de l'Ouest, et bien tout de suite qui vont collaborer et qui vont s'assimiler en fait aux arabo-musulmans. Et ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que la première histoire en date rédigée en Al-Andalus sur l'histoire de la conquête, qui s'appelle tout simplement Tarikh Fath al-Andalus, donc histoire de la conquête de l'Andalus, est rédigée par quelqu'un qui s'appelle Ibn Qutiyya. Ibn Qutiyya, ça signifie tout simplement le fils de la Goth, le fils d'une dame qui était la descendante des rois wisigoths. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme très forte, dire assimilation, bien sûr, c'est un anachronisme, c'est une exagération, sans aucun doute. Toutefois, on peut retenir qu'il y a un processus qui fait qu'une grande partie, alors bien sûr, il y a une partie qui fuit, une autre qui sans doute qui s'oppose ou qui s'isole, ou il y a toutes sortes, sans doute, il y a un éventail de positions possibles, mais bien retenir qu'une partie, sans doute significative, sans doute importante, de l'ancienne aristocratie wisigothe, donc chrétienne, s'assimile en fait aux arabo-musulmans. Alors, c'est important parce qu'à partir aujourd'hui, on a tendance à confondre arabe et arabophone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une partie de ces populations va apprendre l'arabe, on va estimer qu'elles sont arabes. Voilà. Ça crée une petite distorsion parce qu'en réalité, c'est pas anodin ce que je viens de dire. Alors j'ai un petit bout d'un livre qui s'appelle Du sang et de la mémoire de Zeki Daoud qui parle de cette période-là. Elle dit les populations sont loin de voilà. Qui dit voilà. Je sais pas, je soumets ça à ta critique. Et 30 000 Arabes et 60 000 Berbères qui, en vagues successives, ont envahi l'Espagne à cette période, cohabitent avec les 7 millions d'habitants de la péninsule. Donc on parle de 30 000 Arabes, c'est très peu en fait, et 60 000 Berbères. Donc déjà, l'invasion arabe est déjà minoritaire dans déjà les contingents, quoi. Les nobles wisigoths ont été les premiers à sentir l'air du temps, ils sont devenus musulmans pour conserver leurs privilèges et leurs domaines, à l'instar de Sarah la Goth, cette femme, nièce d'Ardabast, fils de l'ancien Goa wisigoth Witiza, c'est à elle dont on vient de faire allusion. Justement, c'est pour ça que a été spoliée de ses biens et de son héritage dans la région de Cordoue. Elle entreprend le voyage jusqu'à Damas pour se plaindre au calife. Ce dernier lui donne raison, lui restitue ses biens et la marie à un noble arabe, un Qutiyya, avec qui elle revient s'établir à Séville. Un de ses descendants racontera son histoire, on vient d'en parler. Son second mariage est arrangé et béni par le calife, témoin de la situation espagnole des premiers temps de l'islam. Donc, c'est super intéressant en vérité. On n'est pas dans une occupation type colonisation, de peuplement. On est dans un mélange d'influences, de conversion, d'alliances, Oui, il y a quand même des révoltes anti-musulmanes et anti-arabes. Ouais. On sait qu'en 840, il y en a une importante à la ville de Mérida. Mérida, c'est la grande ville romaine d'Espagne. Et le dernier, c'est celle de... Alors, je vais dire, c'est presque drôle parce qu'on ne le connaît plus que sous son nom arabe. Il s'appelle Ibn Hafsoun. Et soi-disant, il se serait reconverti au christianisme pour soulever la région qui correspond un peu à la région montagneuse autour de Grenade. Et évidemment, on ne sait pas grand-chose de cette révolte, mais dire qu'après cela, il n'y a plus véritablement de révolte anti-arabo-musulmane et l'arabisation et l'islamisation vont à une vitesse tout à fait remarquable si on la compare aux autres. Tout à l'heure, je parlais de l'arabisation, mais il faut dire un mot aussi de l'islamisation parce qu'on sait que déjà au Xe siècle, la majorité de la population est musulmane. Par exemple, une entité comme l'Égypte, les recherches les plus récentes en date mettent en évidence le fait que la majorité de la population égyptienne ne devient majoritairement musulmane qu'un demi-millénaire après les conquêtes arabo-musulmanes. Donc le rythme des conversions à l'islam est extrêmement lent, comparé
à celui d'Al-Andalus, où déjà au IXe siècle, face à Charlemagne, ou en lien avec Charlemagne parfois, ou avec les Carolingiens, vous avez la famille des Benu Qasi. Donc Qasi, c'est Cassius. Donc évidemment, on a tout de suite des familles aristocratiques locales qui jouent ce rôle un petit peu de balancier, qui cherchent leur autonomie, mais qui sans doute sont dans une forme de bilinguisme. Et un bilinguisme, attention, c'est vrai qu'on a une vision un peu positive, nous, du bilinguisme, mais souvent le bilinguisme, c'est la première étape vers un monolinguisme de quelque chose. J'en veux pour preuve qu'au Xe siècle, même les califes omeyyades sont bilingues en fait. On a des poèmes d'eux qui sont dans un arabe très conventionnel. Ensuite, ça passe à un arabe qui, d'une certaine manière, annonce l'arabe andalousi, très en lien avec l'arabe maghrébin d'aujourd'hui, et ça se finit par une kharja, c'est-à-dire par une chute du poème en romancé. Alors c'est la langue vernaculaire, issue du latin. Et qui parfois est écrit en lettres arabes. Et qui est écrit seulement, j'insiste, en lettres arabes. Oui, donc alors maintenant je vais poser la question, si on se promenait à Séville, à l'époque, disons, de Mu'tamid. Non, ou allons plus loin. Rentrons chez les Almoravides, voilà. Ou chez les Almohades, carrément. On est en 1200. On se promène à Séville. C'est un voyage que je fais souvent. D'accord. Pas en 1200. Non, c'est une très belle ville. Alors, on est en 1200. Donc, on entendrait quoi? On entendrait de l'arabe? On entendrait l'arabe andalousi, principalement. On entendrait beaucoup le berbère aussi, parce que les Almohades ont conservé entre eux suffisamment de cohérence pour parler, et il y a toute une frange aussi de mercenaires berbères, ou de soldats tout simplement, de spécialistes de la violence, qui, entre eux, pour conserver de la cohésion face au peuple, le peuple, par définition, c'est ce qui subit un pouvoir, conserve une langue berbère, et utilise sans doute une langue berbère qui est une connue. Mais l'immense majorité de la population parle andalousi. Il y a beaucoup d'esclaves, de prisonniers ou de commerçants qui parle le romancé sous ses différentes formes, qui est l'ancêtre du castillan. Et on a aussi, puisqu'on est à Séville, on n'est pas très loin non plus du Portugal, peut-être qu'on entend une forme de proto-portugais, qui ressemble beaucoup, qu'on connaît un petit peu, qui ressemble beaucoup au galicien. Et on entend sans doute aussi un peu des langues italiennes, puisque les Almohades ont passé un traité avec Gênes et Pise et leurs clients, puisqu'en fait ils sous-traitent aussi Marseille derrière, et donc sans doute on a la chance d'entendre une langue un peu commune, une lingua franca aux Italiens. Donc attention, le Moyen-Âge, c'est pas la période homogénéisée des États-nations, avec un État, une langue, c'est toujours plurilinguistique, on entend des langues différentes, et on a cité tout à l'heure l'exemple du calife omeyyade de Cordoue au Xe siècle, qui parle tout à la fois en arabe andalousi et volontiers en romancé. Alors le siècle d'après, c'est un siècle, le XIe siècle, le siècle de Mu'tamid est un siècle d'arabisation en profondeur qui voit disparaître définitivement sans doute le romancé. Mais voit apparaître le berbère. Le berbère de plus en plus qui vient parce que... Le berbère arrive par les soldats, mais il va arriver aussi par l'élite. L'élite dirigeante qui va prendre le pouvoir. Ce qui fait qu'une grande partie du vocabulaire de la fin des langues d'Al-Andalus, des langues arabes, j'insiste, d'Al-Andalus, font de nombreux emprunts au champ lexical berbère, amazir si vous voulez. Par exemple, on sait que dans les traités de cuisine, pour dire les escargots, on ne disait pas al-halazoun, comme on dit en Orient, mais on disait ar-rel, qui a donné bien sûr l'arabe marocain. Et si on se promenait par hasard dans l'énorme chantier de la Giralda, avec des ouvriers, des architectes, des artisans, je sais pas quoi, on entendrait quoi? On entendrait principalement l'arabe andalousi, certainement. Alors, comme la Giralda, c'est un chantier qui concerne non seulement la grande mosquée, mais qui est en fait un chantier de refondation urbaine. C'est-à-dire que les Almohades ont voulu complètement tout transformer. Ils ont une pensée un petit peu, si j'osais, en exagérant, révolutionnaire, c'est-à-dire qui procède d'une mutation totale. Donc ils ont complètement refondé la ville, la mosquée monumentale, le complexe palatial juste à côté, qui a été plus tard transformé en Alcazar. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette refonte almohade de Séville, plus tard, servira de repère aux conquistadors, puisque c'est depuis Séville que partent les conquistadors, et Séville a, du point de vue du droit, le monopole des échanges avec les Indes, c'est-à-dire avec l'Amérique, et la partie qui a été conservée du palais almohade, qu'on appelle aujourd'hui en espagnol el Palacio del Yeso, eh bien c'est l'endroit qui est la Casa de la Contratación, c'est l'endroit où sont gardées toutes les archives qui concernent les Amériques, ce qui est assez extraordinaire je trouve. Et même quand Cortés
fait la conquête de Tenochtitlan, eh bien, il envoie Mexico, il envoie une lettre à Charles Quint, Carlos V, et en lui disant, pour lui décrire la pyramide, bien sûr, pyramide aztèque, quel est son repère pour essayer de donner une image familière au Charles Quint, il parle de la Geralda. Donc, il parle du minaret al-Muhad pour décrire une pyramide aztèque. D'accord. Parenthèse, si vous avez l'occasion d'aller visiter Séville, c'est beaucoup d'histoire. Vous avez ce côté, évidemment, Al-Mohad, vous avez ce côté, plus tard, conquête de l'Amérique. Et même chose, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, mais les Almohades, au moment où la pression castillane se fait de plus en plus pressante, construisent un système remarquable de défense sur le fleuve pour empêcher les flottilles portugaises, donc des chaînes, avec 2 tours. Donc une qui est conservée, qui est la Torre de l'Oro, la Tour de l'Or, une tour dodécagonale, donc à 12 côtés, qui est une prouesse architecturale en ce temps-là. C'est-à-dire, c'est un élément jamais vu, inédit, qui marque un peu l'avance d'un point de vue monumental et de l'architecture militaire des Almohades. Et si on appelle la Tour de l'Or, jusqu'à aujourd'hui en fait, c'est tout simplement parce qu'on y entrepose l'or qui arrive des Amériques et l'or qui était destiné en propre au roi d'Espagne à partir du XVIe siècle. D'accord, donc là on est dans la période almohade. La période almohade va se terminer avec la défaite de las Navas de Tolosa pour aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Oui, ça termine littéralement dans les années 1228-1229. D'accord. Il va y avoir ensuite le reflux en fait ce qu'ils appellent donc ce qu'on a appelé la Reconquista, même si on a déjà expliqué que ce terme posait problème, et on arrive à cette fameuse émirat de Grenade, qui va être le dernier bastion musulman. Alors d'abord dire que la conquête, à ce moment-là chrétienne, s'est emparée de la majorité des territoires d'Al-Andalus. Et j'en parle aussi des territoires les plus peuplés, c'est-à-dire toute la partie Cordoue, Séville, Tolède déjà depuis la fin du XIe siècle. Et surtout la partie la plus peuplée sans doute c'était la vallée de l'Èbre avec Saragosse, donc qui est prise dans les années 1110, et tout le Charq al-Andalus, c'est-à-dire toute la côte de Valence pratiquement jusqu'au royaume de Murcia. Cette conquête-là, elle amène quelque chose d'extrêmement important. C'est la première fois qu'arrive au Maghreb, donc en sens inverse des conquêtes arabo-musulmanes du 8e siècle et des conquêtes almoravides al-Mohad, une masse véritablement de réfugiés qui viennent d'Al-Andalus. Alors bien sûr, tous les habitants d'Al-Andalus n'ont pas plié bagage, sont restés sur place, notamment dans les endroits où les seigneurs chrétiens ont tout fait pour les conserver, tout simplement pour les exploiter, parce que Al-Andalus se caractérisait par ceci, ce qui a fait participer de sa prospérité, qu'elle s'était spécialisée dans l'agriculture à haute valeur ajoutée. C'est pas pour rien que le sucre, sukkar, donc mot arabe, est passé dans toutes les langues occidentales à partir, par le truchement du castillan, à sukkar. On pourrait dire exactement la même chose du coton, algodon, et puis coton, et tout ce que vous voulez. C'est vrai de l'aubergine, c'est vrai de plein de choses, etc. Et donc évidemment, arrive à partir du XIIIe siècle une masse, souvent à partir de Ceuta, tout simplement parce que le pouvoir qui avait été le plus puissant pendant ces 2 derniers siècles venait de ce qui est aujourd'hui le Maroc, et donc il y a par réflexe une arrivée sur Ceuta, sur Salé, Tanger, etc. Bédis, qui est un port important, donc aujourd'hui juste à côté de Hoceima dans le Rif, et qui arrive aussi massivement à Fès. D'accord, donc on arrive à la fin de cette première partie, qui est en gros le départ de l'émir de Grenade. On est en 1492, c'est la même année que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est la fameuse... Et de l'expulsion des Juifs. Et de l'expulsion des Juifs. Donc on arrive à ce fameux départ de ce qu'on appelle dans la littérature occidentale Bouabdil, celui qu'on appelle Bouabdil, oui, qui est Abou Abdallah, qui part en livrant sa ville au couple qui va former le royaume d'Espagne, en fait, en disant voilà, l'Aragon et la Castille. L'Aragon et la Castille, en pleurant, sous la remarque acerbe de sa maman. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est mythologique là-dedans. Oui. Voilà, ne pleure pas comme une femme, parce que tu n'as pas défendu comme un homme. Là, c'est pas très ISO avec, la répartition des tâches du 21e siècle, mais c'est comme ça que c'est rentré en histoire. Et donc, dans la foulée, l'expulsion des Morisques, Non, pas des Morisques, je ne te mens pas. Pas encore. C'est l'expulsion des Juifs. C'est-à-dire que, attention, je parle de la Castille, surtout la Castille, mais dans une moindre mesure de l'Aragon et de la Catalogne, parce que l'Aragon et la Catalogne, c'est important aussi parce que à ce moment-là, ça fait un siècle et quelques, que l'Aragon et la Castille dominent tout le sud de l'Italie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce royaume-là est à ce moment-là à la pointe de la modernité. Et la pointe de la modernité, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas,
comme tu l'as dit, à partir de notre regard du XXIe siècle, qui est avec la culture, la cancel culture, etc., tout ce qu'on appelle, ça passe par une homogénéisation du territoire, une montée en puissance de l'État, et de ce fait, on pense que le pouvoir d'un roi, pour qu'il soit consolidé, pour qu'il puisse s'enraciner véritablement, il faut que la population soit de la religion, de la même religion que le roi. Ça, c'est une idée qui émerge véritablement, entre guillemets, en Espagne chrétienne à partir de ce moment-là et qui va amener un peu plus tard, en 1502, l'interdiction de l'islam en Castille. Et comme il n'y a pas une Espagne, mais des Espagnes, un peu plus tard, en 1525, en Aragon. L'Aragon, c'est important parce que c'est là où se concentre la majorité des communautés musulmanes qui étaient restées sous domination chrétienne et qu'on appelle, sous le terme infamant en arabe, de Mudajjin. Mudajjin, ça veut dire celui qui est devenu comme un dajjaj, comme un djaj, qui a été, comment on dirait, empouletté. Comment tu dirais, empouletté. La poulérisation. C'est-à-dire qu'il est devenu comme, complètement domestiqué. Ouais. Et qui est passé ensuite en espagnol mudéjar, qui est devenu un type d'art très particulier, forme d'art, si j'osais, je dirais, qui est métissé entre l'art musulman et l'art chrétien, et l'art gothique, en particulier le gothique finissant. C'est très étrange d'ailleurs, ce mélange entre les deux. Mais 1525, il n'y a plus d'autre religion autorisée en Espagne que la religion catholique. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'à partir de ce moment-là, les populations musulmanes n'ont plus le choix, soit c'est l'exil, soit c'est, sans doute le choix de la majorité quand même, de conserver leur foi en secret. C'est ce qu'on appelle un crypto-islam, c'est un islam caché, celui des conversos, donc des convertis, et à partir de là, on entre dans une nouvelle phase où l'islam devient caché, secret. Et on n'arrête pas de trouver encore aujourd'hui, on a trouvé un très très beau texte dans la région de Foscalanda. Foscalanda, c'est en Aragon, c'est derrière Teruel, c'est le village d'où est originaire le très grand cinéaste Luis Buñuel. On a trouvé une rihla, on a trouvé des textes en arabe, un voyage d'un certain Omar Patoun, donc on ne connaît pas, qui vient d'Avila et qui est parti au Hajj, qui a fait le pèlerinage, mais à ce moment-là, donc son récit est magnifique. Alors c'est du castillan écrit en lettres arabes. Donc évidemment, qu'on appelle al-khamiado. Al-khamiado, ça vient de l'arabe ajami, l'ajamiya. Non arabe. C'est-à-dire une langue non arabe, mais qui est assimilée, qui fait partie un petit peu. Mais écrit en arabe. Mais écrit en arabe, tout à fait. Mais comment ce bonhomme a pu faire le hajj, sachant qu'il n'était pas censé être musulman? Ou c'était avant? C'était juste avant. Il a fait son hajj en 1499, c'est-à-dire 3 ans. Alors lui, il est d'Avila. Avila, c'est un peu au nord de Madrid, très belle ville d'ailleurs. Et il fait son hajj, et c'est très drôle parce c'est plein d'anecdotes, c'est très vivant. Il nous raconte par exemple qu'il est dans l'incapacité de communiquer en arabe. Et il se retrouve en Orient, et puis à un moment donné, il trouve des frères, des dominicains qui sont catalans. Et là, on va pouvoir enfin parler avec les gens, etc. Oui, je veux dire, ils sont déjà dans un processus, et 3 ans plus tard, on ne sait pas bien sûr ce qu'ils sont devenus, mais obligation leur a été faite de se convertir au christianisme. Et ensuite, il va y avoir la dernière étape de cette épuration ethnique, on dirait aujourd'hui, dans le vocabulaire actuel. C'est pas un abus de langage, parce que pour la première fois au XVIe siècle, apparaît en Castille la pureza de sangre, c'est-à-dire la pureté du sang. C'est-à-dire que même les convertis sur 2-3 générations, alors c'est vrai que ça concerne surtout les convertis d'origine juive. On va essayer de les poursuivre, de les persécuter, entendu qu'il reste des sujets du roi, mais des sujets douteux, dont on se méfie. Louche. Voilà. Donc en fait, on va aller chercher au-delà de la conversion et de la pratique des rites chrétiens, dans ta généalogie, dans ton sang, faire une hiérarchie entre celui qui est chrétien depuis 10 générations, ou 15, qui est capable de justifier une ascendance chrétienne, entre guillemets, longue ou lente ou irréprochable pour utiliser leur système de valeurs, et quelqu'un qui a été converti, donc qui va toujours être douteux, et tout ça se passe effectivement sous sur l'ambiance quand même d'inquisition. Il faut rappeler quand même cet acteur politico-religieux important dans cette zone-là, sous une autre hérésie qui est celle de la Réforme. Et donc on va se retrouver dans une espèce de moment où on va demander à tous ceux, alors tu me corriges si je dis des bêtises, mais on va demander à tous ces gens-là qui n'ont pas cette ascendance parfaite et qui sont les nouveaux convertis. C'est pas tous. Tous parce que au XVIe siècle, c'est en voie de.
Mais l'État, alors l'État, il naît en France, en Angleterre, il a aussi au XVe siècle quelque chose à voir avec la Castille, qui est véritablement un proto-État. L'État est dans l'incapacité de contrôler la totalité d'un corps social. C'est-à-dire on n'est pas dans la société d'aujourd'hui qui est née à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, de la surveillance généralisée, du contrôle, de la discipline. C'est-à-dire que quand le roi décide de quelque chose, de là à le faire appliquer à la totalité, c'est compliqué. Même si un pas en avant gigantesque a été réalisé, a été opéré dans ce sens avec l'Inquisition. C'est-à-dire l'idée d'aller voir dans les consciences, de faire une enquête la plus exhaustive possible pour savoir ce que les gens ont, comme tu dis si bien, derrière la tête. Ça, c'est quand même très nouveau pour cette époque-là. C'est l'époque de la confession, etc. Et sur cette base solidifiée que va s'enraciner l'État. Donc, expulsion de qui, en fait, finalement? Alors, c'est en 1609 que Philippe III décide finalement l'expulsion de la totalité des anciens musulmans, ce qu'on appelle des moudékhars. Donc là, on est dans l'épuration ethnique. Oui, mais épuration ethnique, oui et non. Les gens n'ont pas vu que je fais dans un podcast, il y a une petite grimace avant le oui. Oui et non, parce que, oui, je rappelle que les études très intéressantes ADN qui ont été réalisées prouvent bien qu'on a une grande partie des Espagnols, d'ailleurs c'est très intéressant, au Baléares, ou dans un arc qui part de l'Èbre, qui va pratiquement jusqu'à Algésiras, où les Espagnols partagent entre 5 et 10% d'ADN en commun avec les Maghrébins. Ah oui, je confirme. Je précise bien les Maghrébins. Oui, c'est une épuration ethnique qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors écoutez, donc à partir de ce moment-là, on est en 1600 combien? 9. Alors comme à l'époque moderne, ça prend du temps, ça prend 3 ans. Ça prend entre 1609 et 1612. Bien sûr, vient de là toutes les familles, je sais pas, de Rabat, de Salé ou que sais-je, les Bergash, les Vargas, les Moulines, les Gassous. Subata. Exactement, ils viennent. Torres. C'est ça. Ils viennent absolument de cette dernière vague d'immigration. La dernière vague d'immigration. Ils ont parfois conservé, y compris la clé de leur maison. Avec des fois des trajectoires tout à fait étonnantes. On a exhumé de l'oubli, grâce à un manuscrit qu'on a trouvé en Orient, l'avis d'un certain Al-Hajari, qui s'appelait Diego Ben Khena, et qui s'est appelé Al-Hajari. Et donc, on ne sait pas très bien d'où il vient de la région de Grenade. Moi, je pense qu'il ne savait pas du tout parler l'arabe. Et il a toujours voulu, il a gardé une forme d'attachement à l'islam. Il vient jusqu'à Zmour. Donc, Zmour, c'est encore sous la domination des Portugais. Il cherche par 2 fois à s'échapper. Il tombe de la muraille, il se fracture, il se casse la gueule et tout ça. Bon. Et finalement, il arrive à s'enfuir. Il part d'Azmour jusqu'à Marrakech. Et le sultan saadien l'accueille à bras ouverts. Parce que Ahmed, après, c'est à l'époque de Moulay Zidane. Ouais. Donc on est dans les années, fin des années 1610, début des années 1620, et qui le prend comme ambassadeur. Et très certainement, à cette époque-là, il apprend l'arabe, et il peut servir d'interprète, et il est envoyé comme plénipotentiaire à Paris. Et donc il va à Paris, il va à Bordeaux, il va à Hendaye, parce qu'à Hendaye, il est pris par l'émotion, parce qu'il voit en fait ce qui est son pays, et qui est de l'autre côté, et on sent qu'il est tiraillé par des sentiments... De rester. Non, pas envie de rester. Il sait que c'est ce qui est fait est fait. Et c'est irrévocable, mais on sent que chez lui, le texte est très émouvant. Ça crée des sentiments de déchirement, des sentiments ambigus. Et après, il part à Paris, il part à Amsterdam. Il va jouer un rôle important dans les débuts de l'orientalisme. C'est-à-dire la première fois que des savants s'intéressent à la grammaire arabe, notamment celui qu'on appelle Epernus, à Amsterdam, c'est grâce à l'aide de ce Diego, qui est aussi Al-Hajari par ailleurs. Magnifique fin de cette première partie, qui a en gros se clôture sur l'expulsion symbolisée par ce parcours individuel. Et c'est très bien parce que c'est la fin de l'Andalous en fait. Ouais. Et dans la deuxième partie, on va raconter l'histoire de l'Andalous, l'histoire de l'histoire. Comment cette histoire-là, qu'on vient de terminer, comment elle va être racontée, comment elle va être utilisée, comment elle va être mythifiée ou mythologifiée, je ne sais pas comment dire. Et c'est une super première partie. À tout de suite pour la suite. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.